Enchanté d'être là, donc je suis Quentin Bordage, je suis le fondateur de CallSquare. Pourquoi ce nom bizarre CallSquare? KOL comme Key Opinion Leader, donc si vous vous posez la question. Et donc CallSquare, c'est une plateforme d'influence marketing, une technologie d'influence marketing leader dans le monde. Et donc on édite une solution logicielle. Notre mission, c'est d'aider les marques à scaler en influence marketing, donc à passer à l'échelle. Ah. Voilà, je vais rester là pour l'instant. Donc une petite spécificité, on est une approche qui est très data-driven. Donc on collecte énormément de données sur les réseaux sociaux. De manière très simplifiée, on permet à nos clients d'accéder à tous les influenceurs qui ont plus de 5000 followers sur leurs réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Ce qui veut dire que pour tous ces influenceurs, on collecte énormément de données, notamment tous les posts, tous les contenus, textes, photos, vidéos, y compris les stories qui postent sur ces réseaux. Et ce qui nous donne une vision très globale de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, un peu partout dans le monde. Et on a la chance aujourd'hui de travailler pour plus de 400 marques assez prestigieuses qui ont pour la plupart scalé en influence marketing. Et donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Petite précision, je ne vais pas parler de tactique, mais plutôt de stratégie. Je ne vais pas vous parler d'une campagne, je ne vais pas vous dire comment bien activer vos influenceurs, mais on va plutôt parler d'organisation, de stratégie, de structuration pour permettre de faire de l'influence à grande échelle. Et donc la première question, c'est qu'est-ce que ça veut dire craquer l'influence à grande échelle? Donc c'est avant tout une question de volume, solliciter beaucoup d'influenceurs et créer beaucoup de contenu, mais aussi avoir de la performance, et de la performance qui est plus élevée, plus importante que ses concurrents. Donc en termes de volume, c'est solliciter énormément de KOL, Key Opinion Leader, encore une fois, des influenceurs, et énormément de contenu, créer beaucoup de contenu. Ça veut dire aussi générer beaucoup d'engagement à travers ces contenus, en volume, mais aussi en pourcentage. Et puis derrière, générer des ventes, générer de l'earned media value. Certains intervenants ce matin vous en ont parlé, donc c'est de l'équivalent média. Vous allez valoriser en équivalent paid les engagements qui vont être générés sur les différents réseaux sociaux. Et c'est du share of voice, donc de la part de voix en termes d'engagement, combien ça représente par rapport aux autres, en termes de contenus qui sont créés, en termes d'earned media value, etc. Et bien sûr, tout à la fin, c'est le ROI ou ROAS, en fonction des KPIs que vous allez pouvoir utiliser. Donc, quand on cherche à comprendre qui scale en influence, on va regarder ces indicateurs-là. Tous ne sont pas disponibles au grand public, sur les réseaux sociaux notamment. Un certain nombre sont accessibles sur des plateformes comme CallSquare. Donc c'est ça qu'on va regarder. Il y en a plein qui sont confidentiels et qu'on ne pourra pas regarder et évoquer ensemble aujourd'hui. Si on a une approche pure volume, on peut essayer de se dire quelles sont les marques qui aujourd'hui sont les plus citées par les influenceurs. Là, on a fait un petit focus sur l'Europe et sur Instagram. Donc là, vous avez le classement des marques, des 15 marques qui sont les plus citées par les influenceurs en Europe. On ne voit pas les petits drapeaux, je vous avais mis des petits drapeaux. Il y a pas mal de Français, il y en a 6. Le premier, c'est Dior. Pas mal de marques premium françaises, comme vous pouvez le voir, elles sont en bleu. Le premier, c'est Zara, quasiment 40 000 influenceurs qui les citent sur les 12 derniers mois. Et Dior arrive en 6e position avec déjà la moitié de ces influenceurs qui les citent. Je ne dis pas que ce sont que des collaborations et des collaborations payantes, parce qu'il y a aussi de l'organique dedans, mais ça vous donne une indication des volumes que sont capables d'atteindre certaines marques, certains annonceurs qui font énormément d'influence marketing. Dans la présentation qui va suivre, on va regarder principalement des marques qui ont réussi à scaler. On vous a mis quelques exemples. On parlera de Dior un petit peu, de Caudalie, mais vous voyez qu'il fait déjà beaucoup moins d'influence marketing et qui se positionne en 72e position dans ce classement-là. On va parler d'Ideal Sweden, de Cézanne, etc. Et on ira jusqu'à des marques comme Vela ou Cheers qui sollicitent quasiment 1000 influenceurs, en tout cas qui sont cités par quasiment 1000 influenceurs dans l'année, ce qui est déjà des volumes énormes. Et le premier retour qu'on va vous faire sur ces marques, aujourd'hui, de ce qu'on a noté, c'est d'avoir été capable de placer l'influence marketing au centre de leur stratégie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça commence déjà tout en haut de la pyramide de l'organisation, c'est le CEO. La plupart de ces marques ont des CEO qui comprennent les enjeux de l'influence marketing, qui savent ce que c'est, et qui ont décidé de placer l'influence au cœur de leur stratégie.
Pour certains, ce sont même des influenceurs. Donc là, je vous ai mis des exemples de la fondatrice de Cézanne, de Caudalie avec Mathilde Thomas, du fondateur de Gymshark. Ils s'impliquent énormément dans l'influence. Ils connaissent les influenceurs avec lesquels ils collaborent. Ils cherchent à les rencontrer. Ils créent une relation aussi avec eux, la plupart du temps. Et ils en parlent. Ils savent bien en parler. Ils s'impliquent dans le choix de technologies comme les nôtres. Ils demandent à me rencontrer. Et on a des échanges réguliers avec eux. Vous avez l'exemple aussi de Sébastien Bismuth, qui est le CEO de Célio et qui est aussi le CEO de Jennifer, voilà, exactement, et qui fait un post il y a 5 jours sur ce sujet-là. Au-delà du CEO, c'est aussi les différentes équipes qui sont mobilisées, à commencer par les C-level, les directeurs. Je pense que dans ces organisations, on va au-delà de « Ah, ma fille est tout le temps sur YouTube, j'y comprends rien voilà, si ça doit vous parler. On comprend les enjeux aussi et on a compris que c'était un enjeu pour l'entreprise. Ce qui fait que ça se découle dans toutes les strates de l'organisation. En fonction des organisations, l'influence va être domiciliée à la communication, au RP, mais ça peut être aussi au marketing au sens large, voire au e-commerce. Et ce qu'on voit dans les entreprises qui fonctionnent, c'est une coordination entre toutes ces différentes équipes. Parce que quand on fait de l'influence à grande échelle, on va solliciter des influenceurs pour concevoir des produits. On va les solliciter pour des lancements, pour l'événementiel, même pour la crise de communication de crise. Ils vont créer énormément de contenu qui va être utilisé sur tous les médias. Et ça va aller jusqu'à l'affiliation ou le paid media. Donc toutes les strates de l'entreprise vont être impliquées dans la stratégie d'influence. Et ça ira jusqu'à l'employé advocacy, je crois qu'il y a un intervenant qui en a parlé tout à l'heure, mais ça va jusqu'au RH. Et l'influence touche vraiment toutes les parties de l'entreprise, toute l'organisation de l'entreprise. Le deuxième secret, c'est l'internalisation. Je ne connais pas une entreprise qui est scalée en influence marketing et qui n'ait pas internalisé l'influence. C'est important parce que tout le monde ne l'a pas encore fait aujourd'hui. Ça commence par avoir des équipes dédiées. Donc vous allez voir sur Internet, sur LinkedIn, vous allez voir des profils Senior Director, Global Director of Influence Marketing. Il y a de plus en plus de postes seniors. On a même des Chief Influencer Officer. Il y a de la seniorité sur l'influence et c'est tant mieux parce que ça montre que c'est un sujet stratégique pour l'entreprise. Et il y a énormément de ressources qui sont dédiées à ça. Je vous ai montré un petit extrait, vous pouvez aller sur LinkedIn, vous tapez ID Love Sweden, influenceur marketing, il y a 34 personnes dans l'organisation qui sont dédiées à l'influence, en tout cas qui ont cet intitulé dans leur nom de poste. On a des clients qui montent jusqu'à 40, 50, 60 personnes qui sont dans l'influence, dans leurs organisations. Je vous ai donné un autre exemple de Cheers. Vous avez une interview sur notre chaîne YouTube que vous pouvez retrouver. Il explique comment ils sont organisés. Au début, on commence par des stagiaires. Après, on seniorise. On met de plus en plus de monde. Cheers, aujourd'hui, ils sont à 6 et ça évolue. Mais c'est important d'avoir des ressources en interne qui sont dédiées. Et parmi ces ressources, on a souvent aussi des influenceurs. Vous avez l'exemple de Célio, Don't Call Me Jennifer, pardon, qui fait appel qui recrute en CDI Lena Situation et qui le poste sur ses réseaux, c'est sur Instagram. Et elle a complètement transformé la manière de faire de l'influence chez eux. Et c'est aussi une bonne pratique qu'on retrouve chez ces marques qui scalent l'influence à grande échelle. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas faire appel à des agences, mais en tout cas, les marques qui font appel à des agences qui le font de manière ponctuelle quand elles scalent l'influence, pour des lancements, pour certaines opérations particulières. Et elles vont faire tout ça principalement en interne, parce que ça va leur permettre de créer une relation sur la durée avec les influenceurs, de limiter les intermédiaires, de faire passer les messages que vous avez envie de faire passer, souvent d'avoir des meilleures négociations tarifaires, et de créer vraiment une relation sur la durée avec ces influenceurs qui deviennent souvent des ambassadeurs. Le troisième point, parce que je vois le temps qui file, c'est une stratégie de volume. Les marques qui scalent commencent par faire du volume. Là, vous avez une illustration du nombre d'influenceurs qui citent la marque Cézanne en comparaison sur les 6 derniers mois, donc sur les 6 premiers mois de l'année, par tranche. Donc tout en bas, c'est ceux qui ont en violet foncé, ce sont ceux qui ont moins de 5000 followers. Ensuite, c'est entre 5 et 100, au-dessus de 100 et plus d'1 million. Et là, vous voyez la différence
de volume, de citation de la marque par les influenceurs. On est quasiment à 4 fois plus que le deuxième concurrent, qui est rouge. Donc 3775 influenceurs qui vont citer la marque sur les 6 premiers mois de l'année. C'est 3 fois plus. La plupart de ces influenceurs sont des micro-influenceurs, alors on pourra les appeler comme on veut, en tout cas ils ont entre 5 et 100 000 followers, vous verrez des catégories différentes. Ça aussi c'est un trait commun, c'est beaucoup de micro-influenceurs. Je ne suis pas en train de vous dire que ce sont que des payants, hein. Je ne suis pas en train de vous dire que Cézanne a payé tous ses influenceurs, parce qu'il y a aussi de l'organique. Et en fait, plus vous allez faire appel à des influenceurs en volume, plus ils vont en parler de manière naturelle, de manière organique, séparément. Et plus vous allez aussi avoir des influenceurs qui postulent chez vous, donc c'est un cercle vertueux, et qu'il faudra traiter aussi, parce que vous aurez du volume. Et voilà, mais c'est cette boucle, ce cercle vertueux qu'on retrouve chez ces marques qui arrivent à scaler en influence, là sur une pure stratégie de volume. Cette stratégie de volume sur le volume de KOL, vous la retrouvez sur le volume de contenu. Et là, c'est un véritable tsunami. Quand on regarde les parts de voix, share of voice, en termes de quantité de contenus qui sont créés par les influenceurs qui citent la marque Cézanne, vous voyez qu'on est à 47% quand on compare à toutes ces marques. Donc c'est Cézanne contre le reste du monde. Et cette stratégie de volume, sur tous ces leviers-là, elle paye, puisque c'est une marque qui va être capable de générer 4 fois plus d'earned media value sur les 6 premiers mois de l'année que ses concurrents. On voit qu'ils sont à 3700 KOL sollicités, 14 000 stories, 12 000 posts, 13 millions d'engagements. Alors ce n'est pas les meilleurs en termes de taux d'engagement, mais ça ne leur empêche pas non plus d'atteindre quasiment 18 millions d'earned media value. Donc stratégie de volume pure, mais il n'y a pas que la taille qui compte, il faut aussi faire de la qualité et l'authenticité. Il ne faut pas transiger sur les choix de ces KOL. Souvent, ce qu'on voit dans l'évolution de la maturité des marques qui vont faire de l'influence, et peut-être que vous reconnaîtrez sur certaines de ces étapes, c'est qu'en phase 0, on commence à vouloir faire de l'influence. On va solliciter 1 à 10 influenceurs qu'on connaît ou dont on est proche, auxquels on s'identifie. On va faire du test and learn. Et là, il y a l'effet wow, c'est le wow moment. On va se dire, ah, ça marche aussi pour moi. C'est normal, ça fonctionne. La deuxième étape, c'est qu'on va se dire, bah, maintenant j'accélère, et on va faire du volume pur. Donc on va solliciter 100 KOL qu'on ne connaît pas, on va faire du test and learn systématique, et on va conserver que les performants. Là, on va être content parce qu'on a de la perf, on fait du volume, ça nous coûte aussi un peu plus d'argent, mais on va se rendre compte aussi qu'on n'a pas que de la qualité, et qu'on est en train de détériorer son image de marque. Ce qui fait qu'on passe sur une 3e phase, où on va être beaucoup plus exigeant sur le choix de ces KOL, par rapport à l'adéquation avec les valeurs de la marque, le produit, etc., l'historique de la relation qu'on peut aussi avoir avec eux. Et on va prendre en compte systématiquement des datas pour faire le choix de ces influenceurs. Donc des datas socio-démo, des datas, est-ce qu'ils ont beaucoup de fake followers, en termes de délivrabilité de leur audience, etc. Et là, on va se rendre compte qu'on est capable de scaler en influence tout en construisant une image de marque sur la durée. Souvent, ce que nous disent nos clients, c'est qu'ils voient... Du coup, les données, elles sont disponibles sur le web. Après, il y a des plateformes comme CoSquare qui vous permettent d'y accéder, bien sûr. Je fais un petit peu de promo, mais ce que nous disent souvent nos clients, c'est que ça fonctionne comme un cockpit d'avion. Vous avez plein de data. L'idée, c'est de pouvoir les avoir facilement accessibles et bien structurées pour pouvoir les activer. Donc, vous avez des données sur l'évolution de la taille de la communauté, sur les engagements, même sur... Comme on collecte tous les contenus, on va être aussi capable d'avoir des mood boards, voir ce qui se passe, pour vous inspirer après sur l'activation des campagnes avec ces influenceurs. Et cette qualité, cette stratégie de qualité, elle permet de favoriser l'engagement. Là, je vous montre un exemple, c'est celui de Cheers. Cheers n'est pas premier en termes de volume ni de KOL. Vous voyez qu'il sollicite 212 influenceurs. PhotoWeb en sollicite 463 sur les 6 premiers mois de l'année. Donc, ce n'est pas les plus importants en termes de volume. Pareil sur les stories, sur les posts, etc. En revanche, en termes d'engagement, notamment en termes de taux d'engagement, vous voyez qu'ils sont quasiment à 10% en moyenne sur 212 influenceurs. C'est monstrueux. Et ça, c'est cette stratégie de qualité qui, combinée à une stratégie de volume, permet d'atteindre une création de valeur très forte avec l'earned media value qui est 2 fois plus élevé que son premier concurrent. Et quand on a trouvé des bons ambassadeurs, ce qui marche bien, c'est aussi de nouer une relation avec eux sur la durée.
Je vais passer très rapidement là-dessus, mais il y a plein de programmes ambassadeurs qui se mettent en place. Il faut avoir une approche individualisée avec ces ambassadeurs, des plans d'activation, des points réguliers avec eux, et c'est aussi une stratégie qui a l'air de fonctionner pour ces entreprises qui scalent. Le cinquième, et après il nous en restera un sixième, c'est la médiatisation du contenu. Une fois que vous avez créé tous ces contenus, que vous êtes content, que vous avez une relation qui est proche avec ces influenceurs, vous allez pouvoir médiatiser ces contenus. Ça fonctionne comment? Vous savez comment ça fonctionne. C'est toute la partie médiate et mix média. Donc, vous allez considérer les influenceurs comme un créateur de contenu. Il va avoir son reach organique. Et vous allez pimper ce reach organique. Vous allez le médiatiser en plus en mettant 5, 10, 100, 1000 euros pour augmenter la portée de vos publications. Vous pouvez aussi, il y a plein de formats qui sont en train d'évoluer. Vous voyez Dior avec une très très grosse influenceuse qui vont publier les contenus ensemble et aussi multiplier leur reach à travers cette stratégie-là. Et pour terminer, pour bien scaler, ces marques, elles s'équipent d'outils. Il faut la bonne stack technique. Je ne rentrerai pas trop dans le détail là-dedans. Ça passe bien sûr par une plateforme d'influence, quelle qu'elle soit. Donc aujourd'hui, on parle d'IRM pour l'influence marketing. C'est comme un CRM, mais pour les influenceurs. Influencer Relationship Management Tool. C'est pas pour rien, c'est que maintenant, les équipes s'organisent comme des équipes commerciales. Il faut gérer du volume, il faut du monde, il faut des KPIs, il faut centraliser tout ça. Donc il faut aussi des analytics. Il faut connecter ces différents outils avec vos outils e-commerce pour être capable de traquer. Donc chez CallSquare, par exemple, on a une connexion avec Shopify qui vous permet de faire remonter vos données sur votre site e-commerce. Derrière, il faut être capable de gérer toute la partie user-generated content, etc., etc. Donc il y a toute une question de stack technique. Si ça vous intéresse d'en parler un peu plus, on pourra vous donner quelques conseils ou vous faire des feedbacks sur les stacks techniques qui semblent fonctionner chez les marques qui ont l'air de scaler. Et je crois que j'ai terminé. Je vous ai mis une dernière slide avec les 6 secrets résumés. Il reste 45 secondes, donc si vous avez des questions, sinon on pourra en parler lors d'un café en haut.